Olivier Gaujard, consultant, expert, formateur. Bon, Olivier, on te connaît très très bien. Tu avais monté, je crois, un bureau d'études, Structure Bois Gaujard Technologie. Je pense bien que c'était toi. On est bien d'accord? Et tu es vice-président de Fribois Sud. Dans la salle, il y en a qui peuvent confirmer. Ouais. Donc, tu avais 25 minutes d'intervention. J'ai la joie de t'annoncer que tu n'en as plus 25, mais plutôt 15 à 20 minutes. Mais tu vas être extrêmement efficace. Un petit tonnerre d'applaudissements pour encourager Olivier à être efficace. Mais j'en doute pas. J'en doute pas. Et alors, la thématique, c'est comment assurer la sécurité incendie des bâtiments bois et biosourcés face au risque d'incendie de forêt, ce que nous a présenté Aymeric tout à l'heure. C'est ça. C'est à toi. Alors attends. C'est la grosse flèche verte. C'est la grosse flèche verte. Voilà. Là, c'est terminé, c'était pour Gabriel. Et voilà, c'est toi. Super. Merci Olivier. Alors, c'est bien, mais quand ça marche, pour revenir en arrière, je fais comment? La flèche rouge. C'est toujours le petit stage de début d'intervention. Alors, mais parce qu'il me manque une image. Bon, voilà, c'est pas très grave. Donc mon sujet, si je vais quand même revenir là, voilà, comment assurer la sécurité incendie des bâtiments bois et biosourcés face au risque d'incendie de forêt. Alors nous on dit dans les zones à risque d'incendie de forêt. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est quoi une zone à risque d'incendie de forêt? Alors c'est pas dans la forêt, ce qu'on veut dire. C'est pas construire dans la forêt. C'est prendre en compte toutes les régions dans lesquelles on va trouver des territoires où sont susceptibles de se déclarer des incendies et de se propager pour des raisons climatiques, géographiques, où on a des importantes quantités de végétaux particulièrement inflammables, même en période d'hiver. Vous voyez ce qui se passe en ce moment à Los Angeles, et on voit ça aussi en Provence, des feux en plein hiver. Donc, ce sont aussi des zones périphériques à ces zones très sensibles où peuvent être transportés par le vent des brandons incandescents. Alors les brandons, c'est toutes ces petites particules, bouts d'épines, bouts de feuilles, pommes de pin, etc., en cours de combustion, sous forme incandescente, qui sont transportés par le vent et qui vont propager le feu un peu plus loin, et y compris à l'intérieur des zones habitées. Alors, l'image qui me manque ici, c'est celle d'un lycée qu'on a fait dans les quartiers nord de Marseille, qui a un lycée qui était construit entièrement en bois, fibres de bois, etc. On était en plein chantier quand il y a eu un gros incendie en l'été 2018, je crois, à Rognac. Et notre bâtiment a brûlé complètement alors qu'il était situé à plus de 800 mètres du foyer principal, de l'autre côté du faisceau d'autoroute, pas juste d'une petite route. Mais voilà. Et on a pu voir, j'ai vu les films qu'ont fait les pompiers avec leurs caméras infrarouges dans les hélicoptères, dans lesquels on voit très très bien les masses de brandons qui sont transportées par le Mistral. Il y avait 100 km de vent ce jour-là. Et c'est plusieurs mètres cubes à la fois de brandons qui se déplacent. Et là, ils sont venus tomber sur la toiture du bâtiment, derrière des acrotères. Là, on avait 40 cm de brandons poussés par le vent dans les recoins des acrotères, et ça a fini par traverser la toiture, même si on avait tout ce qu'il fallait comme membrane, bérouf, tétois, etc. Et le bâtiment, ensuite, a entièrement brûlé. Alors on a juste regretté de ne pas avoir mis des sondes, parce que, au témoignage des pompiers, quand même, on a eu une stabilité 5 heures. C'est quand même... alors le bâtiment n'a pas été défendu par les pompiers, simplement parce qu'on était en plein mois d'août. Ils étaient venus évacuer le gardien du lycée et ils savaient qu'il n'y avait plus personne dedans et ils avaient quelques occupations par ailleurs. Donc le bâtiment, ils sont revenus de temps en temps voir où il en était sans pour autant essayer de le défendre. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il était resté stable pendant 5 heures. Alors ensuite, il y a eu quelques discussions avec les assureurs, mais ça s'est très bien terminé pour les pompiers, parce qu'il faut penser qu'eux aussi sont assurés et ils ont des obligations vis-à-vis des assureurs
c'est une notion qu'on ne doit pas perdre de vue non plus. Hein. Tout le monde est impliqué, a des responsabilités dans tout ça, même les pompiers. Donc, vous voyez que cette notion de zone à risque est très étendue. Et si vous regardez ces deux cartes, hein, sur la carte de gauche, vous avez la définition des niveaux d'aléas sur le littoral méditerranéen. Donc, les zones vertes et jaunes sont des zones où l'aléa est faible, très faible. Celle où il est orange, c'est un aléa moyen. Et puis, rouge et noir, c'est fort ou très fort. Et puis, vous constatez en regardant la photo de droite que les zones où les risques, les aléas sont les plus élevés sont justement les zones les plus habitées. Hein, donc, on traite là un sujet qui concerne 90% de la population de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour parler que de cette région-là, hein, on sait que ces problématiques de feux de forêt vont se développer sur le territoire national. Hein, on a vu les Landes, et que dans les Landes, même si c'est très très grand, pas de peau, le feu il se déclare juste à côté des zones habitées. On a vu la Bretagne, on a vu les Vosges, et il y en aura d'autres. Donc, le sujet, c'est comment prendre en considération ces circonstances du point de vue de la construction bois et biosourcée. Donc, en situation d'incendie de forêt, la doctrine des pompiers n'est pas de venir évacuer les gens le plus vite possible, mais au contraire de leur demander de rester réfugiés dans les locaux dans lesquels ils se trouvent, hein, qui ne sont pas seulement des habitations, ça peut être des ateliers, des ERP, la mairie, le gymnase, enfin, toutes sortes de locaux. Il faut qu'on leur demande d'y rester pendant au moins une demi-heure. Alors, pour que ça fonctionne, il faut que le bâtiment ait les caractéristiques nécessaires pour que le feu ne perce pas les parois pendant une demi-heure, mais aussi que les gens soient en sécurité, mais aussi qu'ils se sentent en sécurité. Parce que le problème à gérer, c'est en fait la panique des gens qui sont pris dans les feux de forêt. Vous avez dû voir des images à la télé hein, de ce qui se passe. On l'a vu encore une fois à Los Angeles il n'y a pas longtemps, on l'a vu au Portugal, en Grèce, etc. Il faut faire en sorte que les gens retardent le plus possible leur départ de chez eux, où ils prennent leur voiture et puis ils partent sur les routes où il y a deux conséquences. Une, ils retardent l'arrivée des pompiers parce que les routes sont encombrées. Et deux, ils peuvent se retrouver dans des embouteillages, comme on a vu au Portugal il y a 3-4 ans. Vous vous retrouvez avec 80 personnes brûlées dans leur voiture parce qu'ils étaient à l'arrêt entre deux murs de feu. Et voilà. Donc, ces bâtiments doivent être donc un refuge protecteur pendant au moins une demi-heure. Alors, comment on évalue ça ? Eh bien, on a un texte réglementaire qui nous dit ce qu'il faut faire. Mais alors, c'est un texte réglementaire, il y a un seul texte qui date du 29 juillet 2015, qui avait été publié à l'époque par le ministère de l'Écologie et le ministère du Logement, qui donne quelques indications très succinctes sur les prescriptions relatives aux bâtiments. L'utilisation des matériaux combustibles, hein, comme le bois, la paille, les autres matériaux biosourcés, est évoquée dans ces textes-là. On nous donne des prescriptions. Mais, en fait, il se trouve qu'aucune composition de parois contenant des matériaux biosourcés n'a jusqu'à présent été officiellement testée, caractérisée, pour pouvoir affirmer que, effectivement, par rapport à un feu de forêt, donc un feu venant de l'extérieur, bien différent dans son comportement des feux de façade, par exemple, hein, qui sont les feux de façade, c'est, bon, dans la plupart des cas, hein, c'est un feu intérieur qui s'échappe par les menuiseries et puis qui se propage le long de la façade. Un feu de forêt, c'est d'abord un phénomène avec lequel on a un très gros flux thermique qui précède l'arrivée des flammes, parce que la forêt, elle brûle ailleurs, donc générant énormément de chaleur, qui est poussée par les vents, qui arrivent sur la construction, font monter en température tous les matériaux, et quand on a des matériaux inflammables, la température
va progressivement se rapprocher des températures d'inflammation et à des températures très élevées, par contre, sur un temps très court. En fait, le feu, quand il passe quelque part, c'est quelques minutes, hein, pas beaucoup plus, mais c'est des minutes importantes. Du coup, comme on n'a pas de caractérisation de ces parois, les SDIS qui sont amenés à donner leur avis sur les bâtiments qui leur sont soumis, hein, alors ce n'est pas la maison individuelle, mais c'est tout ce qui est ERP, etc., jusqu'à présent, refusent que l'on mette en œuvre des matériaux biosourcés au motif tout à fait recevable qu'on ne sait pas leur performance. Et donc, à un moment où, on l'a vu, la RE 2020 et ses suites nous incitent à utiliser de plus en plus de matériaux biosourcés, on se retrouve face à une injonction paradoxale, hein, contradictoire. Mettez des matériaux biosourcés, mais surtout pas là. Hein. Donc, on a cherché à s'attaquer à ce problème depuis longtemps déjà. Hein. On avait commencé en 2016 avec Envirobat BDM. Hein, donc, la plupart d'entre vous connaissent hein, les associations de type Envirobat. Il y en a un peu partout dans toutes les régions. BDM, c'est Bâtiments durables méditerranéens. Et puis maintenant, on a BDO, BD Île-de-France, etc., BT Bretagne, Grand Est et tout. Et comme c'était un problème vraiment prégnant dans notre région, on avait produit dans un premier temps un document que vous voyez ici en bas, qui s'appelait « Construire durable en région à risque d'incendie de forêt ». Et puis en tout petit sous-titre, je ne me rappelle plus ce qu'on avait mis, tu vas me le dire, Ève ? Mais je ne le vois pas. Bon, Attends. voilà. C'est quelque chose attaché au biosourcé. En fait, surtout, on voulait éviter de stigmatiser la construction biosourcée. Hein. De dire, bon, si vous voulez construire en biosourcé, pourquoi pas, mais à vos risques et périls, grosso modo. Donc là, non, on avait dit, on va construire durable et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas des biosourcés. Ce guide a été très bien reçu par les services des SDIS, mais tout de suite, ils nous ont dit, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est bien, ces recommandations-là, mais nous, on ne peut pas s'appuyer dessus. Elles n'ont aucune valeur normative, réglementaire, pour nous permettre de prendre des décisions. Il faut que vous trouviez autre chose. Donc, quelques temps après, quand je suis arrivé à la présidence de FIBOIS Sud, on a repris le sujet, on a créé un groupe de travail dans lequel on a réuni toutes les parties prenantes, donc les communes forestières, l'Adréal et bien sûr les SDIS des 3 départements du littoral, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes. Alors, ils font partie de... Donc, oui, voilà, on a commencé ce travail-là quand s'est présenté le projet, non pas POP 2030, mais en amont, l'appel à projet SIC, hein, soutien à l'innovation et à la construction bois biosourcé, où il y avait un gros volet incendie, dans lequel nous, on a présenté ce projet-là, puisque c'est une forte problématique. Et du coup, dans le cadre de cet appel à projet, donc on a fait notre programme Boisif et on a instauré un comité de suivi dans lequel se retrouvent les représentants des SDIS. Ils ne pouvaient pas être directement dans le consortium parce qu'ils se seraient retrouvés en fait juges et parties, hein, puisque un objectif que je vais décrire, l'objectif même de ce projet, c'est d'amener des éléments concrets à travers des études, des essais, etc., qui permettent de préciser ce texte réglementaire, hein, la note technique du 29 juillet 2015, pour la rendre applicable. Donc, voilà, ils ne pouvaient pas être à la fois prescripteurs et ensuite, non pas, ce n'est pas les pompiers qui jugent eux-mêmes et qui font les arrêtés, mais c'est eux qui les préparent. Hein. Si je ne me trompe pas, Fabien, j'espère que c'est à peu près ça. Bon, vous pourrez corriger si j'ai dit une bêtise. Il te reste moins de 7 minutes. Ben voilà. Et j'ai rallongé le temps. Oui, ben non. Donc, l'objectif de ce projet, élaborer un cadre technique qui permette l'utilisation de ces biosourcés dans les zones à risque d'incendie de forêt, dans le cadre
du bien commun, c'est-à-dire que tous les résultats seront publiés en open source, comme c'est le cas de tous les projets SIC. Et je rappelle que ce projet vise uniquement les zones urbaines, périurbaines et villageoises concernées par le risque d'incendie de forêt, et qu'il n'a en aucune manière vocation à promouvoir la construction, et encore plus la construction biosourcée, dans les espaces forestiers fermés. Parce qu'on a déjà vu des gens débarquer en disant « J'ai acheté une magnifique pinède, si vous saviez comme c'est beau, on domine la Méditerranée, tout ça, je voudrais bâtir la villa de mes rêves, et j'aimerais bien qu'elle soit en paille. » Donc on leur a dit que ce n'était pas pour eux, désolé, qu'ils trouvent autre chose. Mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. C'était important pour nous de le stipuler clairement. Alors, le contenu du projet, il y a 4 points. On construit un outil de détermination de la constructibilité sur les sites concernés. Je vais détailler un tout petit peu après, le plus vite possible. Qualifier des complexes de murs et de toitures. Rédiger un guide donnant des préconisations constructives. Et enfin, définir une méthodologie pour une approche performantielle, c'est-à-dire qu'on va avoir un côté réglementaire et un côté performantiel. Je m'explique dessus tout de suite. Alors, le schéma de constructibilité, là, c'est pas du tout un document qui a une vocation réglementaire, c'est simplement un document qui doit permettre au maître d'ouvrage ou au maître d'œuvre, au moment où il se lance dans un projet, et où il souhaite utiliser des matériaux biosourcés, et pas que d'ailleurs, d'évaluer la constructibilité du site par rapport à cette problématique de feu de forêt. C'est-à-dire qu'on va chercher à évaluer le niveau d'aléa, c'est-à-dire prendre en compte la végétation qui environne le site, avec 3 niveaux une végétation dense, très dense ou complètement fermée. Prendre en compte la défendabilité du site, là aussi avec 2 niveaux. Prendre en compte les vents et prendre en compte la distance au massif forestier environnant. Et à travers cette analyse qui conduit à un arbre de décision, on va pouvoir identifier si un site se révèle être très risqué du point de vue d'y mettre une construction, et qui plus est une construction biosourcée. Par exemple, au sommet d'une colline dont les flancs sont complètement boisés, où dès qu'un feu va se déclencher, selon toute probabilité, et puis le vent aidant, le feu va se propager vers le haut et venir s'attaquer à ces constructions. Ce qui est beaucoup moins le cas à vérifier, bien sûr, quand on se trouve au fond d'un vallon, au bord d'une rivière, etc. Donc, un risque élevé, moyen ou sans risque. C'est juste pour éviter ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est des gens qui font un projet, qui ficellent tout, et puis qui vont déposer un permis de construire, et à leur grand étonnement, se voient refuser parce que on leur dit « mais vous rigolez, jamais vous pourrez construire ici ». Alors vous me direz, oui, mais enfin pour ça, normalement, on doit savoir à l'avance si les zones sont à risque ou pas. Eh bien oui et non. Par exemple, vous prenez le département du Var, qui est intégralement une zone à risque d'incendie de forêt. Dans ce département, moins de 20% des communes disposent d'un plan de prévention des risques d'incendie de forêt. Plan de prévention dans lesquels on va trouver des cartes qui disent, voilà, là, il n'y a pas de risque, là, le risque est faible, là, le risque est moyen, là, le risque est fort, là, il est très fort. Moins de 20% des communes. Ça veut dire que dans toutes les autres communes, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Du moins, le pétitionnaire, lui, il n'est pas censé savoir ce qui va se passer. Il y a d'autres cas. Le cas du département des Bouches-du-Rhône, lui, il dispose de ce qu'on appelle un porté à connaissance, c'est-à-dire que c'est un arrêté préfectoral dans lequel sont définies les zones. Donc là, l'ensemble du département est bien couvert. Donc, et on peut préjuger aussi qu'un jour ou l'autre, dans ces zones-là, l'État fasse en sorte que soient définis des risques des zones bien particulières. Donc là, on ne cherche pas à être dans le réglementaire, simplement attirer l'attention, éveiller la sensibilité des
des pétitionnaires sur le sujet. Je On fais rapproche aussi de vite toi, que Olivier. possible. Alors, la partie suivante, qualifier des complexes de murs et de toitures. Donc, c'est en fait la plus simple. Hein. On se dit, bon, quels sont les types de parois qui sont les plus couramment utilisés dans la construction biosourcée. Donc, vous vous retrouvez, une ossature bois, un isolant biosourcé, un écran thermique, un enduit, paroi très très courante. Une ossature bois noyée dans un béton de chanvre et un enduit. Et puis, ce qui nous concerne aujourd'hui, une ossature bois avec, isolée en botte de paille avec des enduits. Donc, pour ces compositions de parois, on va faire tous les essais qui vont permettre d'être affirmatifs et de dire ces parois sont... Alors, pour reprendre bien les termes de la note technique, hein, on ne parle pas de REI, là, même si on pourrait le traduire en REI, mais ces parois, effectivement, ne percent pas au bout d'une demi-heure. Même chose pour des complexes de toiture. Donc, charpente traditionnelle bois, couverture terre cuite. Donc, ça va se passer avec la pose d'un écran thermique entre la tuile et la charpente. Donc, il faut identifier comment ce complexe-là se comporte du point de vue donc, du feu de forêt, avec ses brandons, etc. Une charpente traditionnelle, cette fois-ci avec un bac acier, toujours avec un écran thermique. Et puis, une toiture terrasse non végétalisée, dans ce cas-là, avec un isolant biosourcé et un écran thermique. Les préconisations constructives, de quoi s'agit-il ? Une fois qu'on sait que la paroi, on a identifié son comportement et il est recevable. Il va falloir gérer ensuite tous les détails de construction, les interfaces avec les autres ouvrages, les menuiseries, les portes, les raccords entre murs et toitures, les traversées de parois avec toutes sortes d'ouvrages, cheminées, réseaux, gaines, etc. Donc pour ça, on va rédiger un peu ce qu'on avait fait pour les feux intérieurs, hein, avec ce qu'on a appelé le guide interface, hein, donc, le guide pour une gestion sécurisée des points singuliers et des interfaces entre éléments de construction en bois. Et là, on va le faire pour un feu de type feu de forêt venant de l'extérieur avec les caractéristiques qui sont les siennes de flux thermique et de brandon, donc notamment avec des dispositions constructives particulières prenant en compte les attaques liées au flux thermique, encore une fois, très important, c'est-à-dire qu'il vous fait fondre, vous mettez des volets PVC, ils vont fondre avant que le feu n'arrive. Donc il faut mettre autre chose. Et puis, tous les endroits où peuvent se déposer les brandons, les gouttières, les appuis de fenêtres, etc., tous les endroits où cette accumulation de brandons va pouvoir mettre le feu à d'autres parties, je pense à des menuiseries bois, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, rédaction de ce guide. Et puis enfin, on arrive à la méthode dite performantielle. Donc là, en fait, on se dit, bon, on a un petit catalogue, pas très fourni de solutions possibles, mais on voudrait pouvoir en faire d'autres dans certaines circonstances. Comment peut-on faire ? Donc ça, c'est une approche qu'on connaît très bien, hein, surtout depuis qu'on a la loi ESSOC, qui permet de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat en utilisant ce qu'on appelle l'ingénierie de la sécurité incendie. Donc il va falloir développer la méthodologie pour construire cette ingénierie de la sécurité incendie et pouvoir s'en servir. Donc pour ça, on va caractériser 4 compositions de parois, 2 murs, 2 toitures, et selon 3 intensités de feu correspondant à 3 situations d'exposition de la construction. Ah ben non, donc c'est pas encore là, voilà. Ah ben si, c'est là, pardon. Je ne sais plus où il faut que je regarde. Les systèmes pressentis, donc le mur ossature bois conventionnel avec cette fois-ci un bardage bois, un mur ossature bois conventionnel mais intégrant des menuiseries et des occultations bois, et là une toiture végétalisée. Donc tout ça, ça va être dans les zones où c'est un peu ni fait ni à faire, hein. On ne sait pas, on n'est plus dans une zone vraiment à risque, mais on n'est pas dans une zone sans risque non plus.
Et puis les niveaux de configuration, eh bien, on va faire des essais avec un premier niveau où on fait un préchauffage. Donc là, on simule l'arrivée du flux thermique faible, puis qu'on fait monter à une intensité moyenne. Un autre niveau, un préchauffage moyen et une intensité maximum. Et un troisième niveau, un préchauffage, une intensité maximum et une immersion dans les flammes. Et ensuite, on va pouvoir dire, ben voilà, un mur ossature bois conventionnel avec bardage bois, eh ben, il tient le coup pour un niveau 1, mais pas pour 2 ou 3. Hypothèse gratuite à ce stade, hein, mais c'est ça qu'on va vérifier. Je n'insiste pas plus, j'ai presque terminé. Donc, les acteurs de ce travail, le consortium, eh ben, c'est FIBois Sud, donc, qui est le coordinateur, l'interprofession de la filière forêt-bois en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un labo agréé, Effectis, même si d'autres labos vont intervenir dans le projet d'une manière ou d'une autre, en particulier le CERIB pour la partie paille, puisque, comme vous le savez, j'ai un pied partout, et donc à la fois au RFCP, à la fois à FIBois Sud. Donc, on sait que tu es on s'arrange entre amis et pour se répartir la charge de travail, la charge financière, enfin voilà, on magouille, dirait l'autre. Et je sais pas si tu nous l'as dit, merci beaucoup pour cette présentation. Fin de l'étude ? Tu pensais que j'avais fini ? Oui, je sais que tu as fini. J'ai fini, je te demande 30 secondes. Très important comme acteur, le CEREN valable. Le CEREN, c'est donc un centre d'essai et de recherche sur toutes les problématiques relatives aux feux de forêt. C'est le seul centre d'essai public en France qui fait ça. Il se trouve qu'il est à 300 mètres du siège de FIBois Sud, mais c'est très important, notamment à cause des moyens d'essai dont il dispose. Et puis on a enfin un partenaire pour faire les maquettes. Et là, je vous laisse lire les autres partenaires qui ont contribué au financement, parce que vous le savez, le France 2030, via l'ADEME, finance une partie des investissements, mais il faut trouver des partenaires pour finir de boucler le budget. Donc c'est avec eux qu'on travaille. Et je réponds tout de suite à ta question. Le planning, résultat, rendez-vous dans 2 ans et demi pour la publication d'un guide final qui contiendra tous les résultats de ces travaux. Merci beaucoup Olivier, on peut l'applaudir bien fort. Je cherche Martin Paco dans la salle. Martin, si tu es dans la salle, merci de te lever. Il est juste en haut. Pourquoi je t'interpelle, Martin ? Parce que je pense que tu as des choses à nous dire sur les feux de forêt, notamment aux États-Unis. En quelques mots, rapidement, parce que ça va faire le lien avec ce que vient de nous présenter Olivier. Oui, je pensais que j'avais été coupé au montage vu le, le retard. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en Californie, il y a un réseau de la construction paille. Évidemment, on sait, il y a des grands feux de forêt absolument gigantesques. Et ils s'interrogent sur comment protéger les constructions paille. Et ils ont aussi constaté, surtout, que dans certains hameaux de construction, tous les bâtiments en ossature bois avaient été réduits en cendres et ne restaient élevés que des murs en paille enduits. Il y a quelques photos qui sont assez surprenantes. Et dans d'autres quartiers de banlieues suburbaines qui ont été complètement rasées, j'ai pu visiter plusieurs maisons reconstruites, des gens qui avaient perdu leur maison qui était en bois, et ils ont fait le choix de reconstruire en paille enduite, là aussi. Et donc culturellement, c'est assez intéressant, alors qu'ils ont tout perdu, ils décident de reconstruire en paille, alors qu'il y a cette image pour plein de gens que la paille, ça brûle très vite. Et ils s'intéressent beaucoup là à la qualité de l'enduit. Vraiment, ils redécouvrent ça, mais également les points singuliers dont tu as parlé, de mettre des grilles sur toutes les gouttières, parce que les gens n'entretiennent pas leurs gouttières et n'enlèvent pas les feuilles mortes, de protéger les avant-toits, où il y a les chevrons qui sont des bonnes prises aussi pour le feu, et donc ils vont mettre des plaques incombustibles, ou alors ils vont tirer l'enduit sur une trame jusqu'à la gouttière pour que le bois ne soit pas un point d'accroche, ou pareil, les retours de fenêtres avec les pré-encadrements, etc. Merci beaucoup Martin pour ce retour. Tout à Olivier, fait, tu veux merci peut-être de cette rebondir. précision. Voilà. Oui, alors nous, on a ces retours américains et on a aussi beaucoup avec notre partenaire Effectis, on a beaucoup travaillé sur des retours en provenance d'Australie, où ils travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, effectivement, les solutions paille enduite, donc on revient à la question que posait Émeric tout à l'heure, bénéficient d'un a priori tout à fait favorable. Mais je rejoins Fabien dans ses remarques tout à l'heure.
à la fin, tout ça va dépendre beaucoup de la qualité d'exécution des dispositions constructives qu'on souhaite mettre en œuvre. Et donc là, moi, je lance une graine. Hein. Je pense qu'ici, au RFCP, il faut qu'on mette en place une formation sur la sécurité incendie et la construction par rapport à l'incendie, approfondie, pour que la qualité d'exécution de nos constructions soit évaluée, repérée, quitte à pouvoir dire, voilà, telle entreprise a tel niveau de compétence par rapport à ces questions de sécurité incendie, et que ce soit connu de la part des pompiers. Ils arrivent sur un bâtiment, ben, s'il est en paille, ah ouais, mais voilà, il a fait l'objet de telle et telle évaluation. Donc voilà, c'est peut-être un peu moins dangereux qu'un bâtiment qui n'a pas été évalué du tout. Alors c'est une piste. Hein, alors il y a Julie qui va intervenir. Je ne vois pas comment on pourra éviter ça. Julie, sur la proposition ou la suggestion. Voilà. Oui, juste pour répondre à Olivier. Donc ça tombe bien puisque ce matin l'expert sur la thématique c'est Aymeric Prigent qui est aussi au pôle formation. Donc on a entendu ton message et voilà, on va travailler à mettre en place cette formation. Merci Julie. J'en doutais pas une seconde. Une dernière question rapide ou remarque sur cette partie. Oui, il y a une dame en vert. Merci d'amener un micro, de vous présenter rapidement, très rapidement, et si c'est une remarque, de faire très court. Si donc, ce n'était pas pour moi, parce qu'on était deux à lever la main. Ah, pardon, je ne vous ai pas vu. Non, je laisse madame, parce que les hommes ont la galanterie. Parfait, merci. Il faut vraiment vous lever, on ne vous voit pas, en fait. Mélanie Carrasco, à PAV, le degré de stabilité de 30 minutes dont vous parliez tout à l'heure, il vient d'où? Pourquoi 30 minutes? Alors là, c'est pas nous qui décidons, hein, c'est la note technique ministérielle du 29 juillet 2015 qui nous donne ça comme objectif, qui nous dit, voilà, il faut... Alors, c'est pas une stabilité, hein, c'est que la construction constitue un refuge. Pour nous, l'interprétation qu'on en a, c'est il ne faut pas que le feu, en aucune manière... Alors quand on parle de feu, on parle bien de flamme et de gaz chaud, parce que la pénétration des gaz chauds va ensuite, si elle est trop importante, entraîner d'autres conséquences en faisant monter la température des matériaux inflammables contenus cette fois-ci à l'intérieur des bâtiments. Donc il faut faire en sorte que ces flammes et ces gaz chauds ne pénètrent pas dans le bâtiment par aucun endroit pendant une demi-heure. C'est bien au-delà de la stabilité. Mais c'est le prix à payer, si je puis dire, pour répondre à cette injonction. Et qui me paraît raisonnable, enfin je ne sais pas l'avis de Fabien, mais une demi-heure, c'est le minimum pour que les services des pompiers puissent arriver sur site, etc. Ah oui, c'est ça, hein, il nous parlait de 20 minutes. Ouais. Oui, 20 minutes dans le meilleur des cas, hein, oui, quand vous n'avez pas les embouteillages sur la route, etc. En moyenne. Merci beaucoup, je vous propose de clôturer cette partie. Merci Olivier.